Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Est-ce que tu veux te mettre ça? On a dit qu'on trinquait, c'est ça? Il y a un truc que je ne vous ai pas dit sur la famille Régent. Mais en même temps, ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder comme ça, entre un morceau de saucisson et 2 cacahuètes. Un peu du vin? Ouais, on a pris une caisse de blanc. Les morts soudaines et brutales, c'est notre spécialité. Santé. Santé. Oui, la fin tragique de Maurice n'est pas un cas isolé. Qui a tué Maurice? Une enquête de Louise Régent. Réalisée par Arnaud Forest. Dernier épisode, quand on a enfin une théorie. Pour vous donner un aperçu, un de mes grands-oncles a été empoisonné au cyanure. Le petit frère de mon père est mort d'une crise cardiaque à 41 ans, ou d'une overdose, selon les versions du récit familial. Ma tante est morte soudainement du Covid, en 2021. Il y en a quand même qui en réchappent, mais de justesse. Comme mon oncle, frappé par la foudre alors qu'il jouait au golf. Quant à mon père... Je me suis fait attaquer par un cobra au Panama. Attaque de cobra au Panama, œdème de Quink en Côte d'Ivoire. en pleine brousse ivoirienne, Noyade au Sri Lanka. électrocution par des méduses en Indonésie, Électrocution par des méduses en Indonésie. et cerise sur le gâteau, Je suis resté toute une nuit perdu sur une planche à voile au large de la Grèce. et je vous épargne l'infarctus, le Covid sévère, etc. C'est à se demander s'il n'y a pas une malédiction dans ma famille. Non, au contraire, c'est pas une malédiction. À chaque fois, c'est un défi. Et puis ce défi, je le gagne. Et moi, je peux bien vous l'avouer maintenant, j'ai terriblement peur de mourir d'une mort violente. Et ça depuis toute petite. Cette enquête sur la mort de Maurice, elle amplifie cette certitude. Je vais mourir soudainement, brutalement, comme lui. Ça m'obsède, ça me terrifie. Une peur totalement incontrôlable. Oui, je sais, ça n'a rien de rationnel. Mais cette peur ne me quitte pas. Et elle prend beaucoup de place dans mon esprit. Quand je dis au revoir à mes enfants le matin, avec l'angoisse de ne pas les revoir le soir. Quand je suis dans une foule et que je guette un tireur embusqué. Et alors quand je prends l'avion, je vous raconte pas. Alors j'ai besoin d'y mettre du sens, moi, à cette peur. De voir ce que ça peut cacher. Est-ce que tu peux juste me dire exactement donc qui tu es? Ouais. Donc est-ce que tu peux me dire, genre, je m'appelle Florence de Guen. J'en ai donc parlé à une amie, Florence de Guen. Sa spécialité, ce sont les traumas transgénérationnels. Quand on parle de trauma transgénérationnel, on parle d'un trauma que l'on n'a pas subi soi, mais qui est resté d'une certaine manière enfermé à l'intérieur de notre psyché et qui continue à se manifester dans notre vie. Souvent de manière assez ténue, jusqu'à ce qu'on atteigne un âge clé ou une époque clé ou que quelqu'un décède. En tout cas, il y a souvent un déclencheur qui fait que tout d'un coup, le trauma jaillit. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la même situation ou éprouver des sensations, des angoisses liées à quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Florence est psychogénéalogiste. Son travail est d'analyser les systèmes familiaux, d'identifier les traumas de parents, de grands-parents, qui, faute d'être réglés, se répètent de génération en génération. En tout cas, c'est être reconfronté à des schémas qu'on identifie comme étant un peu étranges, en tout cas qui nous surdéterminent à nous retrouver toujours dans la même situation. Ça peut être des échecs amoureux, où on tombe toujours sur le même type de personne, alors qu'on sait parfaitement que c'est pas la bonne personne pour soi. Concrètement, comment ça se transmet, les traumas? Est-ce que ça s'inscrit, est-ce que tu as une réponse déjà? Est-ce que ça s'inscrit, je sais pas, dans nos cellules, dans nos gènes, dans notre mémoire ancestrale? Est-ce qu'il y a un canal? C'est quoi le canal de communication? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas neurobiologiste, je ne suis pas généticienne. Donc jamais je ne m'aventurerais à certifier que tout ça se transmet dans les cellules, que le corps a une mémoire. En revanche, ce qu'on sait quand même, après des années et des années de travail sur la psyché, c'est que l'homme ne peut pas ne pas transmettre. Et le silence peut être un excellent transmetteur de trauma.
En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une famille qui a été impactée par un gros trauma, quel qu'il soit, elle va mettre en place un mécanisme de défense pour survivre. Et ce ne sera pas le mécanisme de défense d'un individu, ce sera le mécanisme de défense du système. En tout cas, ce sera collectif. Et on va apprendre très tôt aux enfants à se comporter de telle ou telle manière, de manière à ce qu'on évite soit d'évoquer le trauma, soit de le revivre, soit de ne pas pouvoir y faire face. Et les mécanismes de défense, ça peut être de vivre dans le secret, de fermer toujours les rideaux, de redouter ce que les voisins peuvent penser. Ça peut être pour des secrets qui peuvent être liés à l'argent, l'impossibilité d'en gagner, ou la peur panique d'en perdre. Enfin vraiment, tout ce qui peut avoir impacté l'histoire familiale au-dessus peut se retrouver dans le présent sous forme de mécanismes de défense et d'empêchement. Moi, ça me pose bien sûr tout de suite la question du déterminisme. Ça veut dire que, quelque part, on a un destin. C'est écrit, c'est mektoub, quoi. C'est précisément pour permettre aux gens de reprendre leur destin en main que des personnes comme moi les accueillent et les accompagnent. Donc, moi, je crois profondément au libre arbitre. En revanche, oui, on est déterminé. Pour la petite histoire, j'ai découvert très récemment que le procès de l'homme qui a été condamné pour complicité, mais pas pour meurtre. Le procès de cet homme-là s'est ouvert le 10 février 1984. Et le 10 février, c'est mon anniversaire. Alors, il y a 365 jours dans une année, donc tu as quand même une probabilité assez forte que les dates reviennent. Hein. Mais quand elles font sens comme ça, tout s'emboîte là. Tu es celle qui a récupéré le truc, tu mènes une enquête... assez seule finalement, parce que personne ne te pousse à la faire. Tu fais le métier de journaliste, qui est quand même le métier de celui qui va chercher la vérité et qui met en lumière. Donc pour moi, c'est clair que tu es le porteur du mandat de fermer ce tiroir. Qu'est-ce que je devrais faire pour fermer ce fameux tiroir et ne pas le transmettre, moi, à mes enfants, du coup? Une thérapie. Le divan attendra, parce qu'avant, j'ai un rendez-vous très important. On est en février et le temps est un peu à l'image de mon humeur. Face à moi, dressé derrière ses grilles dorées, le palais de justice historique de Paris, sur l'île de la Cité. Là où il y a 41 ans, quasiment jour pour jour, le 15 février 1984, l'affaire de l'assassinat de Maurice Régent a été scellée. Fin du procès dans l'affaire de l'assassinat de maître Maurice Régent. Le corps de ce notaire parisien avait été retrouvé dans la cave de son étude en juin 1980, tué à coups de marteau. Après 3h30 de délibération, les jurés ont rendu leur verdict, 18 ans de prison. Je monte les mêmes marches que mon père, ses frères, sa sœur et ma grand-mère ont descendu il y a 41 ans, frustrés d'une justice qui ne leur avait pas donné toutes les réponses à leurs questions. En haut de cet escalier, au fond d'un couloir, derrière une porte, installée dans son bureau, m'attend une femme. Vous ne l'entendrez pas, je n'ai pas le droit de l'enregistrer. Mais disons qu'elle s'appelle Sonia. Elle travaille au greffe central de la cour d'assises de Paris. Le greffe, c'est le secrétariat du tribunal. C'est là que sont analysés et traités tous les documents qui y sont envoyés. Et c'est là aussi où ils sont archivés. Aujourd'hui, Sonia m'attend parce qu'elle a retrouvé le dossier judiciaire de Maurice. Il va falloir que je le consulte sur place. Et Sonia m'a dit que j'en avais pour un petit moment. Il y a 4 cartons. Dans son petit bureau, il n'y a pas beaucoup de place pour moi. Je m'installe sur un coin de table, encombré de dossiers en cours, et je commence à lire celui de Maurice. Un dossier que je suis la première à ouvrir, en près de 40 ans. Dans ces milliers de pages, il y en a beaucoup que j'ai déjà lus dans le dossier d'enquête de police, il y a quelques mois. Des PV d'audition, des rapports d'expertise, des enquêtes de voisinage. Je découvre quand même des pistes qui n'ont pas été creusées. Comme celle d'un motard, par exemple, aperçu par une employée le 3 juin
le jour de la disparition de Maurice, à la sortie de l'immeuble. Il avait gardé son casque sur la tête, mais il n'y avait aucune moto dans la rue. Peut-être un suspect, un complice de Jean Mawem, pourquoi pas. Après des semaines à éplucher ces cartons, je me rends à l'évidence. Comme le dit Philippe Jaénada, tout est dans le dossier. Et dans celui de Maurice, je n'ai pas trouvé le détail clé, le fameux indice capable d'ébranler la version officielle. En revanche, j'ai suffisamment d'éléments pour avoir une idée précise de ce qui s'est passé. Il est donc temps. Je redescends dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, pour voir mon père. Donc là, je suis arrivée à la fin. Oui. Je suis pas sûre que je puisse aller beaucoup plus loin. Bon, bah alors on s'arrête. Donc voilà. Oui. Ce que j'aimerais, c'est partager avec toi mes déductions. Oui. Et que tu puisses me dire ce que t'en penses. D'accord. Voici donc ma version. Ce n'est ni Madame Bélanger, ni mon oncle Jean-François, ni ma grand-mère Mamoun qui ont tué ou participé à l'assassinat de Maurice. Existe également le frère de Jean Mawem, Joseph, le légionnaire en Corse. Ça ne ressemble pas non plus à un règlement de compte avec la mafia, des terroristes, des confrères crapuleux ou des clients mécontents. Maurice connaissait son agresseur, lui faisait confiance. Il ne s'est pas méfié. Alors, la seule piste restante, c'est Jean Mawem. Dans le dossier judiciaire que j'ai épluché au tribunal, j'ai mis la main sur son examen psychologique. Il est décrit par les experts qui l'examinent d'intelligence normale. Il se destinait à être prêtre et il a gardé de son passage au petit et moyen séminaire de 14 à 21 ans un respect de la hiérarchie et une certaine passivité. Il peut, je cite, réaliser lentement un projet, sachant se soumettre passivement aux contraintes pour un temps. Ses proches, ses connaissances, ses collègues, eux, ne mâchent pas leurs mots en parlant de lui. Enjôleur, beau-parleur, se prenant pour un seigneur selon ses beaux-parents. Plusieurs anciens employeurs le dépeignent comme violent et nerveux, jamais à l'heure. Un mégalomane en mal de puissance. 2 comptables de l'étude de Maurice, qui travaillaient avec lui, rapportent qu'il ment beaucoup. Il leur aurait raconté par exemple qu'il avait vécu en Amérique et qu'il avait été pris en charge par un bienfaiteur américain. Que celui-ci lui avait promis beaucoup d'argent s'il trouvait une formule mathématique. L'argent. Jean Mawem en parlait. Beaucoup. Il le jouait aussi, au loto. Il avait de très grosses dettes. Plusieurs prêts sur le dos qu'il ne parvenait pas à rembourser. Et la situation n'allait pas s'arranger puisque Maurice avait prévu de le licencier juste après les vacances d'été. Car depuis la fin de sa période d'essai, son comportement s'était relâché. Il était un jour arrivé habillé en cow-boy, avec bottes et Stetson. Pour un comptable chez un notaire, ça fait désordre. Et puis il y a aussi le montant de la rançon, celle réclamée pour la libération de Maurice. 4 750 000 francs. Une somme très proche du montant total des chèques déclarés par Jean Mawem dans les registres de l'étude, quelques jours seulement avant l'assassinat. Alors, selon moi, les choses se sont passées comme ça. Je vais te lire ce que j'ai écrit. Tu as le droit de réagir à n'importe quel moment. Jean Mawem a de gros problèmes d'argent, trop de dettes à rembourser. Et puis, il y a l'argent à envoyer à la famille au Cameroun. En tant que comptable, il voit des sommes importantes encaissées par l'étude. Alors, il a une idée. Prendre son patron en otage, réclamer une rançon, et ses problèmes seront résolus. Il faudra qu'il quitte rapidement la France, mais il pourra recommencer une nouvelle vie au Cameroun. Il rédige une lettre de rançon sur une machine à écrire, se débrouille pour récupérer la clé d'une des caves de l'étude afin d'y séquestrer le notaire et dépose un marteau sur la première marche de l'escalier de la cave. Si Maître Régent résiste... Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a uniquement une question d'argent ? En tout cas, c'est le mobile le plus probable. Personne d'autre n'a un mobile aussi sérieux. Le 3 juin au matin, Jean Mawem arrive au travail vers 8h40, un peu en retard. Premier imprévu, Maurice est là,
lui aussi, à attendre l'ascenseur avec une des secrétaires de l'étude, Véronique. D'habitude, le patron arrive vers 7h30, 8h, mais ce matin, il a dû déposer sa voiture au garage. Maurice s'adresse à Jean. « Je vous verrai tout à l'heure dans mon bureau », lui dit-il, selon le témoignage de Véronique. Tous les trois montent dans l'ascenseur. Jean et Véronique descendent au 3e étage pour pénétrer dans l'étude et laissent Maurice continuer jusqu'au 4e où se trouve son bureau. Jean va déposer ses affaires dans le sien de bureau, mais ressort immédiatement et monte au 4e étage par l'escalier intérieur de l'étude pour aller voir Maurice. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire à ce moment-là, dès le matin, comme ça? Je sais pas, est-ce que Maurice, il était du genre à engueuler ses salariés? Après, il avait envie de le virer, donc il avait envie de le licencier. Donc, il avait prévu de le licencier. Oui, donc, est-ce qu'ils ont discuté de ça? Si c'est le cas, sans doute, oui. Toujours est-il que Jean redescend du 4e étage par l'escalier intérieur vers 8h45, 8h50. La standardiste l'a vu. Maurice descend peu après, demande le courrier, mais il n'est pas encore arrivé. Il est contrarié et tendu par la discussion qu'il vient d'avoir avec Jean. Jusque-là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est une hypothèse qui se tient. Jusque-là, ça se tient? Oui, ça se tient. Okay. Jean, il décide d'agir tout de suite. Jean voit son patron sortir de l'étude, sans manteau, sans rien dire à personne. Il va peut-être à la rencontre du concierge qui doit apporter le courrier. Jean décide d'agir maintenant. Il sort à son tour, suit Maurice et l'interpelle dans le hall. Oui, mais là, c'est vraiment la question qui se pose. Pourquoi Maurice, pourquoi papa, il va à la cave? On ne sait pas. C'est le nœud du truc, quoi. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme raison? Qu'est-ce qu'il a pu lui dire? Je sais pas, peut-être une question de dossier pas traité, Je ne sais pas. Il a trouvé une bonne raison, en tout cas. Et le concierge, il n'était pas là pour témoigner dans le hall? Pile à ce moment-là, le concierge était en train de monter par l'ascenseur pour déposer le courrier. C'est vraiment... pas de bol. Ah non, mais Jean, il a eu une chance tout du long incroyable. Incroyable, oui. Les deux hommes ne croisent personne dans le hall à ce moment-là. Maurice passe devant Jean pour descendre dans la cave. Jean se saisit du marteau et frappe le crâne de Maurice pour l'étourdir comme dans les films. Sauf que Maurice crie, peut-être même l'insulte. Jean prend peur, alors il frappe. De toutes ses forces, il frappe Maurice à terre, pour ne plus qu'il crie. Puis il traîne le corps dans la cave numéro 17 et met un bâillon dans la bouche de Maurice. Un bâillon? Pourquoi il lui met un bâillon dans la bouche? Alors, ce bâillon, il n'a aucun intérêt. Alors, soit, petit 1, il frappe une première fois Maurice tombe, il lui met le bâillon tout de suite pour pas que Maurice crie, et après il le frappe à mort. Ou alors, il le frappe et ensuite il traîne le corps dans la cave numéro 17 et là lui met un bâillon dans la bouche pour s'assurer de son silence. Et peut-être qu'il se rend pas compte qu'il l'a tué. Il est peut-être en état d'un peu de dissociation, un petit peu de choc. Ce qui est fort possible, oui. Ce qui est possible. Et en tout cas, ce bâillon ne sert absolument à rien. Puisque Maurice est décédé très très vite. Quasiment tout de suite. Et c'est important parce qu'il n'a pas souffert. Jean nettoie les traces de sang qui maculent le sol, au pied de l'escalier de la cave. Puis il entend le chien du concierge qui descend. Il se cache alors avec Maurice, en attendant que ce foutu chien veuille bien remonter avec son maître. Jean sort enfin de la cave, et pour se remettre de ses émotions, va boire un grog dans le café d'en face. Pour se remonter. Mais qu'est-ce que tu veux que je balance? C'est bizarre d'aller boire un grog. Non, mais il a un grog... Jean y arrive vers 9h30, selon le témoignage du serveur. Il y reste 10 minutes, ne boit qu'une partie de son verre, paie et retourne à son bureau. Il est 9h40, exactement l'heure indiquée par ses collègues. Qu'est-ce qu'il dit, Jean, quand on l'interroge? Il corrobore quoi? Il corrobore qu'il est descendu, mais il n'est pas descendu aussi longtemps. Il est descendu 10 minutes et il est remonté. Pour lui, il n'est pas descendu près d'1 heure. Et pour lui, il n'a pas tapé Maurice? Ah non, il a toujours clamé son innocence. Vers 12h45, Jean sort pour aller à la poste rue du Conservatoire. Il dépose la lettre de rançon au passage sur l'escalier du premier étage, espérant bien que quelqu'un la trouve.
Il envoie de l'argent à son frère au Cameroun via un mandat international, mandat qui a bien été envoyé ce jour-là vers 13h. Il déjeune, rentre à l'étude, et puis plus tard dans la journée, redescend à la cave. Et là, il retrouve Maurice, mort. Comment ils savent qu'il est retourné à la cave? Alors là, on ne sait pas, c'est des suppositions. Mais alors, c'est la supposition. Parce que Roger, le concierge, il affirme qu'il a vu Mawem descendre au moins 2 ou 3 fois à la cave, mais dans la matinée. Ah d'accord, ok. Est-ce que Jean, il est redescendu à la cave juste avant d'aller déjeuner et qu'il s'est rendu compte que Maurice était mort? Donc il est redescendu et là c'est la panique. Et là c'est la panique. Jean voit que son plan est en train de prendre l'eau. Il recouvre le visage de Maurice d'un morceau de moquette qui traînait là et rentre chez lui. Il rentre chez lui comme ça, tranquillement, après avoir recouvert le visage. Moi je ne comprends pas. Il est rentré tard chez lui, mais oui, il est rentré chez lui. Le lendemain, le 4 juin, avant d'aller travailler, Jean fait écrire à sa belle-sœur Bernadette la seconde lettre de rançon. Vous recevrez de nouvelles instructions avant 15h, jeudi 5 juin 1980. Vous connaissez la suite. Jean-François reçoit la lettre à l'étude, alors qu'il est avec la police. Le corps de Maurice est retrouvé vers 14h45 par le concierge. Est-ce que tu penses que ce scénario-là que je viens de te donner, est-ce que pour toi, ça serait crédible? Oui. Oui, c'est un scénario qui pourrait être crédible. Oui. Ce que je peux dire, après tous ces mois d'enquête, c'est que l'assassin est vraiment l'assassin. Jean Mawem a tué Maurice, seul, pour de l'argent. C'est aussi simple et banal que ça. C'est aussi ce qu'ont dû en conclure les jurés de la cour d'assises de Paris. Mais sans aveu, sans preuve solide, rappelons qu'à l'époque, les tests ADN en sont à leur balbutiement, les jurés ont choisi de qualifier les faits en complicité d'assassinat, tout en infligeant à Jean la peine la plus lourde, 18 ans de prison. Après être passé par la prison de la Santé, par Fresnes, puis Poissy, Jean Mawem a bénéficié d'une libération conditionnelle le 24 juillet 1990, après 10 ans derrière les barreaux. Il a été expulsé vers le Cameroun. S'il est encore vivant, il a 74 ans, exactement l'âge de mon père. Est-ce que t'es déçu? 2. Tu t'attendais à ce que je trouve quand même quelque chose? T'espérais? Oui, mais tu vois, j'espérais non, parce que j'attends plus rien de ce truc-là. C'est quelque chose c'est clos, hein, donc moi, ce qui m'a plus énervé dans toute cette affaire, c'est le déni, si tu veux, et le manque d'interaction de la famille sur ce sujet. Une espèce d'omerta, en fait. Ouais, l'omerta. C'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué, ni avec mes frères, ni avec ma sœur, ni avec ma mère. Jamais. Hein? Depuis, voilà. Je te dis, pour moi, le truc majeur, c'est ça, c'est le silence qui n'est plus. C'est sûr que ce silence, il a fait presque autant de mal à la famille Réjean que l'assassinat de Maurice en lui-même. Finalement, c'est même peut-être lui, le grand complice de Jean Mawem. Les non-dits, les secrets, ont au fil des années transformé la mort de Maurice en un gigantesque monstre. Une créature nourrie par ce verdict de complicité qui a laissé planer le doute, la sensation que quelque chose avait été laissé de côté ou même avait été sciemment caché. Aujourd'hui, la mort de Maurice n'est plus tabou. J'en ai fait un sujet dont on peut désormais parler entre nous. Maurice n'est plus un fantôme, il n'est plus seulement un aïeul assassiné, il est devenu mon grand-père. Une nouvelle racine dans mon histoire, un lien qui en consolide un autre. T'as l'impression que ça nous a rapprochés un peu? Ouais. Moi, j'ai eu l'impression un peu parfois de sauter à pieds joints dans la fosse à Purin et de remuer des choses qui étaient... Qui quoi? Qui étaient douloureuses pour pour toi, pour la famille, alors, même pour moi. Hein.
Non, le fait que tu les remets, c'est pas plus douloureux pour moi que autre chose. Non, non. C'était pas le sujet, c'est pas le fait que ce soit douloureux, non, c'était le fait que c'était pas mal, parce que justement, bon, on s'est partagé, tu m'as envoyé des photos, tu m'as envoyé des documents, on a discuté. Non, c'était bien. Alors après, bon, t'as ton caractère, j'ai le mien, bon, c'est vrai, ça peut charcler de temps en temps, mais bon, c'est pas grave, ça, voilà. C'est charqué. Pas à ce sujet-là. On a fait équipe à ce sujet. Donc, à suivre, voilà. À suivre. À suivre. C'est ce qui va être intéressant, c'est les réactions, tu vois. C'est ça qui va être intéressant. Ok. Ça te va, ça? Ouais. Hein? Arte Radio.